Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Il était une fois la famille, un modèle à protéger et ou à réinventer. Alors nous le voyons autour de nous, nous le lisons dans la presse, les familles ne sont plus celles d'antan. Traditionnelles, recomposées, monoparentales, homosexuelles, la famille du XXIe siècle offre des visages variés et multiples. Mais quelles sont ses caractéristiques principales et sur quelles valeurs se fonde la famille d'aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir. Voici notre sommaire. Comment les traditions religieuses définissent-elles la famille? Protestants, juifs et catholiques nous répondent. Ensuite, deux témoignages. Le premier, celui d'une famille nombreuse qui nous invite à passer un dimanche avec elle. Et le second, celui d'une maman qui a réussi à reconstruire une vraie vie de famille après sa séparation. Et pour terminer, la séquence de page en page avec l'interview de Boris Cyrulnik. Philippe Béag, Thomas Lejeune, Marie Andersen, bonjour. Et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Philippe Béag, vous êtes psychanalyste et vous êtes le directeur de l'association Françoise Dolto. Thomas Lejeune, vous faites partie d'une famille quelque peu différente et vous, Marie Andersen, vous êtes également psychothérapeute et psychologue. Oui. Alors Corinne, pour entrer dans le vif du sujet, que nous proposez-vous? Eh bien Philippe, si vous voulez bien, commençons par une petite introduction. Dans nos sociétés, ce sont les traditions religieuses qui ont plutôt façonné le modèle familial. Justement, voyons ensemble ce que ces traditions religieuses vont aujourd'hui nous en dire. La famille se définit-elle de la même façon que l'on soit catholique, juif ou protestant? Quel regard posent ces différentes traditions religieuses sur une réalité qui nous concerne tous? Dans la tradition protestante, en fait, il y a deux axes en fait qui font que je crois que la spécificité protestante est intéressante dans le monde d'aujourd'hui. La première chose, c'est que les pasteurs protestants sont des gens qui peuvent se marier. Et en plus, il y a l'aspect féminin dans notre pastorat. Donc ça signifie que, en fait, la famille reprend sa véritable place comme dans la société. Nos pasteurs sont des gens mariés qui ont des enfants, ou ce sont des femmes mariées qui ont des enfants. Donc la famille est inscrite en quelque sorte dans la vie religieuse. Dans la tradition juive, la famille occupe une place extrêmement importante. Elle est, je dirais, l'alpha et l'oméga dans le judaïsme. C'est là où l'enfant sèche ses larmes, c'est là où l'enfant apprend le vécu et la mémoire. C'est là le lieu de la transmission. Et c'est bien pour cette raison que la famille, je dirais, est plus importante même que la synagogue, parce qu'elle nourrit la mémoire de l'enfant de souvenirs, de vécus, d'éléments qui vont le marquer pour la vie. L'Église catholique, de plus en plus, dirait-on, accorde une importance centrale à la vie familiale, au projet familial. Elle essaie d'être au service de cette famille en l'accompagnant dans des suggestions au niveau de l'éducation, au niveau de la transmission de valeurs, transmission du message des évangiles, mais également en étant attentif à dire que derrière la famille, il y a des enjeux de construction de sens, de construction d'une société, que la famille dit quelque chose du projet de Dieu sur l'humanité. D'ailleurs, c'est assez important de voir que dans la tradition récente de l'Église, le terme de la famille sert à définir l'Église elle-même, dans certains cas, l'Église comme une famille, et le projet de réconciliation, ce qu'on appelle le royaume de Dieu, une famille humaine réconciliée en Dieu. Alors, Marie Andersen, si vous deviez définir la famille, comment le feriez-vous? Alors, il faut quand même que je vous dise que le regard particulier qui est celui de ma profession, c'est un regard sur les familles à problème. Je sais qu'il existe des tas de familles heureuses qui vivent tranquillement leur vie. Moi, je reçois les gens qui ont mal à leur famille. Et pourquoi sont-elles mal à l'aise dans leur famille? Je pense que c'est lié à la grande liberté que nous avons aujourd'hui de faire de notre vie ce que nous avons envie d'en faire. Et l'écart entre les attentes parentales, par exemple, et les projets des jeunes adultes qui se lancent dans la vie est parfois un écart assez difficile à avaler pour les parents.
Et ça crée énormément de tensions. Je dirais qu'essentiellement, c'est ça que je reçois en consultation. Ce sont des adultes jeunes et parfois plus si jeunes que ça, 30 ans, 40 ans, qui ont énormément de mal à décevoir leurs parents parce que leurs choix fondamentaux sont différents des projets familiaux. Alors, Philippe Béac, vous vous retrouvez dans les différentes définitions de la famille qui ont été proposées dans ce reportage introductif? Mais j'entends régulièrement, effectivement, chez les trois personnes, cette idée de la transmission. Je pense qu'effectivement, c'est là, dans la famille, que peuvent se passer non seulement des traditions religieuses, mais aussi toute la question de l'éducation. Et ce que Marie amène, c'est justement cette difficulté aujourd'hui que les parents ont à pouvoir transmettre des valeurs, parce qu'ils ont l'impression que ces valeurs, elles sont encore reconnues, ou bien est-ce que tout ça change, parce que c'est vrai qu'on est dans une société qui part un petit peu dans tous les sens, où tous les grands repères sont occupés de bouger. Et donc je pense que pour les parents, c'est effectivement qu'ils sont dans cette logique de dire notre travail, c'est d'aider un enfant à grandir, et on sait que c'est dans la famille qu'il trouve ses armes, qu'il trouve sa personnalité, ses repères. Mais c'est clair que pour les parents aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'avant, parce que justement, ces grands repères ont disparu et que chaque famille doit réinventer les siens. Mais avez-vous le sentiment que tout couple qui s'ouvre à l'accueil d'enfants, quelque part, ne cherche pas à réaliser le modèle de la famille dont on a entendu parler dans les reportages? Oui, certainement. Certainement qu'à l'origine d'une famille, à l'origine de la fondation d'un couple, c'est un vœu qui est très très cher à toutes les personnes qui se lancent dans l'aventure de la parentalité, certainement. Alors, de quelle manière, d'après vous, la famille a-t-elle évolué ces dernières années, Philippe? Mais je pense vers une beaucoup plus grande liberté, sûrement un autre regard sur l'enfant. C'est-à-dire avant l'enfant, on l'élevait un peu comme un chien ou un chat. C'est bien ce que Françoise Dolto venait pointer début des années 70 en disant voilà, un enfant comprend tout déjà dès le départ. Il est à la naissance, il est déjà en quête à la fois de relationnel et à la fois de sens. Et donc tout autour de lui doit concourir à ça. Maintenant, je pense qu'on est peut-être parti un peu trop loin dans cette idée, c'est-à-dire que ce respect de l'enfant se transforme dans une espèce d'impossibilité ou de difficulté pour les parents de s'autoriser à l'éduquer, à lui donner effectivement, et éduquer, c'est frustrer. Et on n'aime plus frustrer les enfants, puisqu'ils sont effectivement tellement intelligents, tellement fins, on a un peu envie de leur dire, éduquez-vous vous-même. Ce qui n'est pas possible. Un enfant doit être dans un cadre qui lui permet de comprendre ce qui est permis, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est interdit. Je pense que devenir un être humain, et c'est ça la question de la transmission, c'est de savoir quelles sont à la fois les valeurs sur lesquelles on base une vie, mais aussi sur comment est-ce qu'on fait pour vivre avec les autres. Et vivre avec les autres, fatalement, ça suppose de laisser le territoire à l'autre et en échange qui n'envahisse pas le mien. Donc voilà, mais c'est là où les parents sont un peu en difficulté parce qu'ils ont l'impression, et ils sont parfois en difficulté alors en concurrence avec les autres personnes qui s'occupent d'éducation, c'est-à-dire les puéricultrices. Ça passe encore parce que les enfants sont tout petits, mais par exemple avec l'école, avec les éducateurs, quelles sont les valeurs de chacun, comment est-ce qu'on les réfléchit, avec même cette impression que, au fond, tout étranger est dangereux pour mon enfant. Il n'y a que moi qui peux les élever. C'est vrai qu'on n'en fait plus 8 ou 12 comme dans le temps. On en fait 1, 2, 3 maximum. 4, c'est vraiment la famille nombreuse. Voilà. Mais c'est clair que pour les adultes, à ce moment-là, ça suppose quand même qu'ils puissent s'entendre et d'accepter aussi que mon enfant, quand il est sous l'autorité d'un enseignant, c'est l'enseignant qui, effectivement, prime, et ce n'est pas à moi à effectivement arriver à l'école en disant il ne fera pas sa punition, ce n'est pas mon rôle. Alors Corinne, peut-être un modèle de famille? Mais oui, je vais vous proposer maintenant un premier témoignage, c'est celui d'Arnaud et de Priscilla. Ils nous ont invités à partager un dimanche en leur compagnie une famille nombreuse, soudée, même s'ils nous ont avoué que dans le couple comme dans la famille, tout n'est pas toujours rose et que cela se travaille. Sortie de la messe à Bassoivre. La famille David ne semble pas pressée et Amadeo en profite pour répéter quelques morceaux.
Parmi les jeunes couples, si les rêves de familles nombreuses existent, peu les réalisent. Mais pour Priscilla et Arnaud, rêve et réalité se sont rencontrés autour de 4 enfants. J'ai l'impression que les enfants, ils nous ont aussi vraiment donné vie en tant que parents. Ils nous ont, ils continuent aujourd'hui à m'éveiller à qu'est-ce que c'est être père et à me challenger, à me faire, à me pousser plus loin là-dedans. Mais ce lien de famille, il me semble toujours beau et non pas toujours beau, mais il me semble important. Mais par contre, pouvoir s'en éloigner, s'en détacher, aller voir autre chose, aller voir le monde, les copains, d'autres activités, ouais, c'est ça me paraît vraiment primordial pour mieux revenir et grandir chacun. Et puis on en discute en famille, et puis ça crée des discussions, des interrogations. Ça nous interroge nous-mêmes. C'est chouette, c'est intéressant. Vous pouvez m'aider pour faire le jus ? Oui ? Allez, bien. Les rituels familiaux sont des moments clés, de véritables rites de cohésion familiale. Également une manière pour les parents de transmettre leurs valeurs aux enfants. Et chez les David, ce moment est particulier. Un moment où, en famille, on se dit des merci, où on se demande des pardons, où on se fait des demandes. Et pour moi, c'est très en lien avec la prière, en fait. C'est vraiment le même phénomène, entre guillemets, que les temps de prière qu'on a en famille, où ce sont aussi des choses vraiment de la vie quotidienne qu'on peut remettre au Seigneur, des choses qu'on ne comprend pas, des choses qui nous rendent tristes, qu'on aurait voulu mieux faire. Et puis des cadeaux qu'on reçoit, un beau soleil, des belles rencontres, tout ça, pouvoir le remettre. C'est très similaire en fait, une belle conversation en famille ou une belle conversation avec Dieu, c'est très ténu la différence. Un objet qui symboliserait bien notre chemin, en tout cas, ce serait une chaussure de marche. D'abord, je trouve qu'elles sont confortables, je me sens bien dedans, et ça symbolise assez bien, je trouve, notre chemin de couple. Mon chemin même personnel, notre chemin de famille, qui est une aventure, une marche, simplement. Voilà, on est sur un chemin, et puis il y a des hauts, il y a des bas, il y a des pierres d'achoppement, il y a des magnifiques paysages de temps en temps aussi, ça fait du bien. Alors, Marie Andersen, la famille est-elle un lieu d'épanouissement, un lieu de confrontation, les deux ? Les deux, certainement. Les deux, certainement, je crois que la confrontation, elle est intéressante parce que c'est ça qui va permettre aux jeunes de se détacher de ses parents. Et c'est très important de le savoir aujourd'hui parce que une tendance actuelle, comme le soulignait Philippe tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à surinvestir nos enfants, à les protéger de tous les aléas de la vie. Et une des difficultés, c'est de désidéaliser ses parents pour pouvoir choisir son chemin personnel. C'est quelque chose qui est beaucoup plus nécessaire à notre époque, où l'écart entre les générations s'agrandit et où la difficulté du parent, malgré tout, est de préparer ce jeune à une vie qu'il ne connaît pas encore. On ne sait pas exactement dans quel environnement nos enfants vont devoir vivre, puisque ça évolue très très vite. Et j'aime bien rappeler aux parents de temps à autre que les enfants, même qu'on les ait adoptés ou qu'on les ait faits, ne nous appartiennent pas. Nous avons on les aime profondément, mais nous avons un rôle d'éducateurs, nous devons les lancer dans la vie. Notre projet, c'est, nous avons 20 ans pour en faire des adultes. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour en faire des adultes? Parce que la grande difficulté, c'est qu'on élève nos enfants pour qu'ils nous quittent. Tout à fait. Alors, Thomas, vous êtes d'une famille quelque peu différente. Votre papa vit avec son compagnon depuis 16 ans maintenant. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ça comme jeune? Alors, c'est vrai qu'au début, c'était, je m'en rendais pas compte parce que en fait, mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans. Et donc, mon père, en fait, a trouvé son compagnon donc quand j'avais 6 ans. Donc, au début, j'étais jeune. Je m'en rendais pas forcément compte. Pour moi, c'était un ami à mon père qui vivait avec nous. Et en fait, donc jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours son compagnon. Et j'allais une semaine sur 2 chez mon père et chez ma mère. Donc, je trouvais donc le côté maternel d'un côté, le côté paternel de l'autre. Et je m'y retrouvais bien donc dans les deux, quoi. Ça m'a jamais vraiment choqué parce qu'en fait, j'ai jamais vu rien de spécial. Enfin, mon père ne m'a jamais montré
allez, je veux dire, des signes affectifs avec son compagnon exagérés, je veux dire. Donc j'ai jamais été choqué par ça. Et c'est vrai que jusqu'aujourd'hui, je le vis très très bien. Et quand vous en avez parlé à des amis, adolescents, etc., comment est-ce que vos copains ou copines ont réagi à cette situation? Déjà, quand j'étais petit, donc c'était pas évident parce que bon, il y a les moqueries évidemment quand on est jeune, c'est facile, mais en grandissant, donc j'ai appris à le raconter en fait aux personnes qui m'étaient proches, et donc ça s'est toujours plus ou moins bien passé. J'ai jamais vraiment subi de moqueries, sauf vraiment de la part de certaines personnes quand j'étais vraiment très très jeune, mais c'était assez rare. Alors qu'est-ce que vous ressentez vous aujourd'hui par rapport au choix de vie de votre papa? Aujourd'hui, moi je suis très heureux pour lui parce que je vois qu'il est, je vois qu'il est heureux dans sa vie de tous les jours, et donc moi je lui souhaite que du bonheur, et vraiment je m'entends aussi bien avec lui qu'avec son compagnon. Et je suis très heureux pour ça, quoi. Fier de lui? Fier de lui, ouais, vraiment très fier de lui. Alors, Philippe Béac, la famille, finalement, c'est un modèle à protéger quand même? Mais sous quelque forme que ce soit, je pense que c'est la réunion de personnes qui prennent des responsabilités, d'autres qui sont pris en responsabilité, des enfants. Et donc, je pense que quel que soit le modèle, l'important c'est que, et je trouve que Thomas l'amène bien en disant, l'important c'est qu'il soit heureux. Et donc, il n'y a pas quand on voit la polémique en France actuellement, c'est un petit peu étonnant de voir que tout un pays est à ce point comme ça mis presque à feu et à sang pour, au fond, des choses qui, chez nous, en Belgique, sont tout à fait acceptées, et déjà depuis un certain temps. Quand on entend des jeunes parler, voilà, Thomas, quand il était petit, a eu effectivement des interpellations, mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont plus du tout dans cette logique. Et donc, je pense que la famille, quelle que soit la forme qu'elle prend, l'important, c'est de se sentir bien avec l'autre, et donc de pouvoir, et je pense que pour des enfants, avoir des parents heureux, c'est le secret, effectivement, d'être bien en famille, tout en se disant, effectivement, comme Marie le disait tout à l'heure, mon travail, ça va être justement d'un jour la quitter. Alors Corinne, peut-être un autre témoignage? Un autre témoignage. Ce second témoignage, c'est une maman qui a la garde de ses adolescents une semaine sur deux. Et comme dans toutes les familles, il y a parfois des problèmes. Mais vous allez voir, dans cette famille-là, il y a surtout une grande connivence et puis surtout beaucoup de bonne humeur. Cours d'impro au collège Saint-Michel de Bruxelles. Maxime est concentré et c'est à peine s'il remarque que sa mère est venue le chercher. Un peu trop tôt d'ailleurs. Alors, elle en profite pour l'écouter. Nous, on est les gentils. Venez, on est méchants, allez. Attendez, stop. Une semaine sur deux, Mina a la charge de ses grands ados. En Belgique, le divorce est la réalité de plus de la moitié des couples. Et même si c'est une procédure devenue banale aux yeux de la société, elle n'en reste pas moins un échec pour ceux qui la vivent. La famille est extrêmement importante pour moi, ça c'est vrai. Depuis que je suis petite, mes parents sont restés, ont toujours été très présents et le sont toujours actuellement. Et ça a été une déchirure quand pour moi, ma famille me concernant a dû être séparée. Et donc du coup, ça a été lourd au départ et je me dis, voilà, il faut que je continue à avancer. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, Benoît et Maxime ont 15 ans. Et les copains sont attendus pour une fête en famille. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile quand la famille a éclaté? Mais c'était de se réapproprier ce rôle du plus autoritaire, justement paternel, que les enfants voient en moi une autorité aussi. Et donc ça, pour moi, c'était assez difficile. Au niveau scolaire, une remarque à faire signer, j'irai plus chez ma mère alors que... Voilà, c'est plus dur au niveau scolaire avec mon père, donc je profiterai plus d'aller chez ma mère. Elle laisse plus passer les choses. Chaque semaine, en fait, on est en train de se remettre en question. Et puis, on doit redémarrer chaque semaine, puisqu'ils sont une semaine chez le papa, une semaine chez moi. Et du coup, c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie que je passe, mais parce que c'est ma priorité. En fait.
L'Église a une position bien définie concernant la famille. Est-ce qu'à un moment donné, ça a posé problème? Au début, j'ai eu un énorme poids. Et puis, au fur et à mesure, en discutant avec pas mal de gens, même des prêtres, etc., j'ai pu un peu retrouver ma place. Et avec les garçons, comment est-ce que ça se passe maintenant? Ça se passe beaucoup mieux. Je trouve qu'on est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de connivence, beaucoup plus de chouettes moments. Et même si par moments, justement, il y a des petites crises de part et d'autre, mais je trouve que notre relation est belle. On a dû un peu tous y mettre du nôtre pour arriver au résultat qu'on a maintenant, c'est-à-dire une belle famille, quoi. On va faire un par un. Mais il faut faire un par un. Donc il y a... Alors, Marie Andersen, comment reconstruire une famille après une séparation? Alors, c'est justement ce dont j'avais envie de parler parce que je vois souvent des gens qui sont culpabilisés par la séparation, qui parfois d'ailleurs s'en empêchent au risque de rester dans un couple très malheureux. Et je crois que ce qui est important de dire aux parents, c'est que la famille de base, papa, maman, enfant, est un modèle apprécié, mais qui n'est plus le modèle essentiel et majoritaire, que ce qui compte pour les enfants, c'est qu'ils soient encadrés par des parents de préférence des deux sexes, mais qui ne sont pas nécessairement leurs parents biologiques, mais qui sont des adultes stables, attentionnés, concernés par leur croissance et bienveillants, qui que ce soit. C'est ça. Alors, Thomas, vous, votre famille, c'est chez papa, c'est chez maman, ou c'est ailleurs, ou c'est chez les deux? Bon, actuellement, c'est ni l'un chez l'autre, c'est ailleurs. Mais à l'époque, je veux dire, c'était chez les deux. Et encore maintenant, je veux dire, quand je peux aller passer Noël, par exemple, chez papa ou chez maman, on fait toujours les deux, en fait. Donc, je veux dire, la vie est toujours autant chez papa que chez maman. Alors, Philippe Béag, quel est le milieu familial qui permettrait la croissance et l'humanisation des enfants? Le lieu familial oui, ou le milieu familial? Le milieu familial. Mais je pense que, quelle que soit la forme, Marie l'a dit, peut-être que les gens diabolisent encore, ont peur de la séparation. C'est quand même le modèle le plus courant aujourd'hui. Ça ne fait pas des enfants. On voit Thomas, il a l'air bien dans sa peau, il n'a pas l'air d'être traumatisé. Il est très content d'être venu alors. Tout à fait. Et donc, je pense que la question, comme disait Marie, c'est d'avoir des parents d'abord qui aient une garde partagée. Je pense que c'est important. Et que chacun, et la dame le dit très bien dans le reportage, c'est que chacun doit un peu jouer les deux rôles. Et donc d'être à la fois un peu paternant, un peu maternant, et au fond, tous ces anciens rôles commencent à voler en éclats. Chacun réinvente un petit peu ça. Et c'est extraordinaire parce que ça permet effectivement aux enfants de se sentir, et chez leur père et chez leur mère, à la fois, comme dit Marie, à la fois aimés, soutenus, et puis à la fois aussi éduqués. Parce que c'est aussi pouvoir, une mère doit parfois dire ça suffit, et un père doit parfois, lui, être du côté, quand il est seul avec ses enfants, du côté plutôt d'une protection ou d'une aide. Donc je pense que là, le milieu en lui-même, en fin de compte, peu importe, c'est ce qui va se passer dans ce milieu au niveau relationnel. Finalement, alors Marie, la conclusion, est-ce que c'est l'amour qui est le fondement de la réussite d'une famille? C'est l'amour, mais ce n'est pas que l'amour. Avec uniquement de l'amour, on peut faire des enfants trop cocoonés, trop protégés. C'est l'amour et la responsabilité d'éduquer. Ça, pour vous, ça c'est vraiment le... Ah oui, c'est vraiment important, particulièrement à notre époque, où cette responsabilité passe derrière l'envie d'être aimé de nos enfants, d'être copains, d'être... c'est sympa, évidemment, mais ça doit passer en second lieu par rapport au fait que nous devons en faire des adultes débrouillards, responsables, bien dans leur peau, capables d'envisager leur vie, de fonder un couple éventuellement, de s'engager professionnellement, de faire des efforts, de serrer les dents de temps en temps. Tout ça, ça s'apprend avec plus que uniquement l'amour. Merci en tout cas à tous les trois de nous avoir fait entrer dans le monde des familles, ce modèle à protéger et ou à réinventer. Alors Corinne, nous poursuivons avec une autre séquence. Et oui, c'est notre rendez-vous de page en page. J'ai eu la chance et le plaisir de rencontrer un grand monsieur, c'est Boris Cyrulnik. Les lecteurs étaient nombreux à attendre Boris Cyrulnik à la foire du livre de Bruxelles. Et l'auteur se prêtait gentiment au jeu de la dédicace de son dernier livre, Sauve-toi, la vie t'appelle, où il revient sur son enfance de petit garçon juif pendant la guerre.
Alors Boris Cyrulnik, vous êtes neuropsychiatre, psychanalyste, écrivain et surtout le père d'une notion que nous connaissons bien, la résilience. Vous avez été cependant toujours très pudique sur votre enfance. Pourquoi avoir choisi maintenant de mettre des mots sur cette période-là? Parce que c'est maintenant que vous me donnez la parole. Non, j'en ai parlé beaucoup avant, mais ça n'avait pas eu l'écho que ça a maintenant. Peut-être parce que j'en parlais mal, à coup sûr parce que la culture n'était pas disposée à bien l'entendre, peut-être aussi parce que le procédé n'était pas le même. Avant, ou bien c'était sous forme d'aveu, ça gêne tout le monde, personne n'entendait. Et là, c'est sous forme d'enquête. Donc du coup, ça amuse les gens, ça les intéresse, et beaucoup de gens me disent « mais vous avez parlé de moi ». Alors je leur dis « non, j'ai parlé de moi ». À 6 ans, comment fait-on le deuil de ses parents qui disparaissent? On ne fait pas son deuil parce que, à 6 ans, le mot mort n'est pas encore adulte. On pense qu'ils ont disparu, comme vous l'avez dit. Ils ne sont pas morts, c'est-à-dire qu'on attend qu'ils reviennent. Maman, elle est sûrement très loin, elle est sur un nuage, il faut attendre longtemps, longtemps, puis elle va revenir. À cette époque-là, est-ce que Dieu avait de l'importance? Non, Dieu ne m'a jamais rendu visite. Certains sont visités par Dieu, on appelle ça la révélation. Même s'ils ont des familles athées, ils peuvent très bien recevoir la révélation de Dieu. La plupart du temps, aimer Dieu, c'est faire une déclaration d'amour à ceux qu'on aime. Si on aime le même Dieu, c'est qu'on est proche, c'est qu'on est familier, c'est que je me sens en sécurité avec vous, en familiarité intellectuelle. Donc c'est une déclaration d'amour. Et cette déclaration d'amour, elle dépend de la manière dont on aime les êtres humains. Si on aime les êtres humains de manière confiante, on va aimer Dieu de manière confiante. Alors, si les enfants font l'épître à l'église, c'est quand même pas très grave. Si on aime les hommes de manière rigide, on va aimer Dieu de manière rigide, c'est comme ça et pas autrement. Si tu fais pas comme Dieu l'a dit, c'est un blasphème, tu mérites la mort, la torture, etc. Et donc la manière d'aimer Dieu, d'ailleurs le mot amour à l'origine s'appliquait à Dieu. C'est progressivement que le mot amour s'est appliqué aux êtres humains, aux enfants, puis ensuite à la musique, au beefsteak, à la vie quotidienne. Mais à l'origine, le mot amour était une transcendance, on aimait Dieu, pas forcément sa femme, même ses enfants. Alors Boris Cyrulnik, vous êtes un auteur à succès, comment l'expliquez-vous? Parce que vous m'invitez souvent, parce que vous me donnez la parole, et parce que vous me posez des questions, vous faites savoir que je suis un auteur à succès. Donc c'est vous qui faites mon succès. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir ce magazine, il vous est possible de le faire en allant sur notre site www.infocato.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.